Le sol sous vos pieds garde la chronologie de notre planète. C'est comme ça qu'on remonte le passé de la Terre. Mais au fond du Grand Canyon, en Arizona, cette chronologie est brisée. Et des archives couvrant des milliards d'années ont disparu. Comme ça, d'un coup. Pourtant, les scientifiques semblent enfin avoir identifié la force capable de faire disparaître des roches vieilles de milliards d'années. En général, la Terre écrit son histoire couche par couche. Des sédiments et de minuscules coquilles tombent au fond de la mer, s'accumulent, s'enfouissent et durcissent en roche. Les couches anciennes restent en bas. Les nouvelles s'empilent dessus. Le Grand Canyon devrait donc fonctionner comme une chronique facile à lire. Ce qui s'est produit d'abord, ensuite, puis après. Une couche peut venir d'une ancienne rivière. Une autre peut encore porter les rides d'une mer disparue depuis très, très longtemps. En général, plus on descend, plus les roches sont anciennes. Mais parfois, cet ordre casse. Une roche jeune repose directement sur une roche bien plus vieille, avec un morceau de temps manquant entre les deux. Les géologues appellent ça des discordances. Elles se forment quand une vieille roche est exposée puis usée ou quand les sédiments cessent de s'accumuler pendant très longtemps. Ce qui distingue le Grand Canyon, c'est l'échelle. Par endroits, des couches assez jeunes reposent directement sur un socle vieux d'environ 1,7 milliard d'années. L'écart peut atteindre 1,2 milliard d'années. Comme la Terre a 4,5 milliards d'années, cela représente à peu près un quart de son histoire qui manque en surface. Et ce n'est pas une seule rupture nette. Le Grand Canyon compte plusieurs grands vides dans ses archives rocheuses. Et le plus connu est souvent appelé la Grande Discordance. Une grande partie de ce temps manquant tombe au Protérozoïque, la grande période centrale de l'histoire de la Terre. C'était bien avant les dinosaures, les arbres et même l'herbe. Les continents n'étaient guère plus que de la roche nue bordée de côtes boueuses. Et presque toute la vie était encore minuscule et cantonnée à l'océan. L'un des signes les plus nets de ce monde, ce sont les stromatolites, des dômes stratifiés bâtis par des tapis microbiens en eau peu profonde. En piégeant sans cesse les sédiments, ces microbes ont fini par bâtir des couches de roches. Il existe encore des stromatolites aujourd'hui, ce qui nous donne l'un de nos meilleurs aperçus de cette terre ancienne. Donc, quand ces roches disparaissent, on perd des indices sur l'aspect de la Terre primitive et sur la façon dont la vie commençait à la transformer. Bien avant les animaux, de minuscules microbes marins ont transformé la planète. Ils ont déclenché le grand événement d'oxydation. Ces organismes microscopiques tiraient leur énergie du soleil et relâchaient de l'oxygène en sous-produit. Petit à petit, ce gaz a saturé les océans, puis rempli l'atmosphère. Ce basculement a mené à une très longue période que les scientifiques appelaient autrefois le milliard ennuyeux, entre environ 1,8 milliard et 800 millions d'années. Et soudain, les fossiles semblent se taire. En réalité, cette époque fut un boom biologique. La vie préparait déjà de grandes innovations. De simples bactéries ont évolué en cellules complexes appelées eucaryotes. Les organismes ont découvert la reproduction sexuée et des cellules isolées ont fini par s'unir pour former les tout premiers êtres multicellulaires. Les plans de tous les animaux de la Terre se dessinaient déjà dans ces océans. Alors pourquoi le registre a-t-il semblé si vide si longtemps? Parce qu'une grande partie des preuves physiques de ces bonds a peut-être été détruite. Effacer 1 milliard d'années de biologie demande une destruction colossale. Et dans le Grand Canyon, la cicatrice est immense. Les modèles suggèrent que jusqu'à près de 5 km de roches solides ont été arrachées au continent. Comme si l'on avait raclé presque 16 000 pieds de terrain avec une cuillère à glace. La nature a littéralement poncé les continents. Pendant des millions d'années, la pluie a attaqué le granit massif comme du carton mouillé. Des chaînes de montagnes entières se sont effondrées en boue. L'altération a raboté jusqu'à près de 5 km de croûte solide, au point de ne laisser survivre que les racines profondes enfouies sous terre. Et quand ces sommets ont fini dans la mer, ils ont emporté avec eux tout le registre fossile. Alors, que s'est-il passé? Pendant longtemps, l'hypothèse favorite a été la Terre boule de neige. 2 épisodes de gel global extrême durant le Cryogénien, entre environ 717 et 635 millions d'années. Le principe est simple. La glace renvoie la lumière du soleil.
Quand cette lumière repart dans l'espace, la température baisse. Une planète plus froide fabrique plus de glace. Et cette glace renvoie encore plus de chaleur. Une fois la boucle lancée, difficile de l'arrêter. Les glaciers ont continué de grossir, jusqu'à engloutir totalement les continents. Si la Terre boule de neige ressemblait vraiment à ça, elle aurait évoqué une planète étrange perdue loin de son étoile. On parle de glaciers épais de plusieurs milliers de pieds, avançant vers l'équateur. Ces murailles de glace agissaient comme des bulldozers. Elles se déployaient sur les continents. Elles n'allaient pas vite, mais elles étaient lourdes, implacables, impossibles à arrêter. Les roches prises dans la glace étaient traînées sur le sol, raclant, craquant et broyant la surface en dessous. Avec le temps, certains blocs étaient réduits en morceaux. En mer, une glace épaisse recouvrait aussi des zones entières de l'océan. Or, en temps normal, l'eau sombre de l'océan absorbe la chaleur, alors que la glace claire fait l'inverse. Elle renvoie la lumière du soleil, refroidit la planète et renforce encore la croissance de la glace. Donc, quand toute cette roche broyée est arrivée dans l'océan, elle a peut-être profondément modifié la chimie de l'eau de mer. D'un coup, l'océan a vu circuler beaucoup plus de matière. Certains scientifiques pensent que cet apport supplémentaire en minéraux a aidé à créer de meilleures conditions pour la vie animale primitive juste avant l'explosion cambrienne, il y a environ 541 millions d'années. C'est là que coquilles, armures, yeux et toutes sortes de plans corporels deviennent bien plus fréquents dans les fossiles. Mais une étude de 2026 a encore compliqué l'histoire. Sur des sites de grande discordance dans le nord de la Chine, une grande partie de l'érosion semble bien antérieure à la Terre boule de neige. La phase principale daterait plutôt de 2,1 à 1,6 milliard d'années. Cela pointe vers la tectonique des plaques. Imaginez l'enveloppe externe de la Terre comme un œuf dur fissuré. Ces pièces de puzzle dérivent en permanence au-dessus des roches en fusion. Et quand deux de ces pièces se percutent, le sol n'a qu'une issue, monter. La croûte se plie violemment, les sommets poussent droit vers le ciel. Dès que ces roches montent vers les nuages, l'altération commence à les raboter. Les scientifiques parlent du cycle des supercontinents. Imaginez qu'on pousse tous les continents d'aujourd'hui pour n'en faire qu'une seule méga-île. Un supercontinent appelé Nuna s'est formé ainsi il y a des milliards d'années. Puis, la chaleur interne a fini par le déchirer. Imaginez une pizza. Oh, une pizza! Tant qu'elle n'est pas coupée, elle n'a une croûte que tout autour. Mais si vous la découpez puis écartez les parts, chaque part obtient soudain son propre bord. Quand un supercontinent se brise, il crée des milliers de kilomètres d'eau côtière peu profonde. Ces zones deviennent des refuges où les cellules complexes peuvent se multiplier. Pourquoi est-ce important pour les roches manquantes? Parce que les continents ne se rejoignent pas en douceur. Ils se percutent comme de lents trains de fret. Le sol se plisse, des millions de tonnes de croûte se soulèvent. Des chaînes de montagnes s'élèvent à des kilomètres de haut. Exposée à l'air libre, la roche devient alors vulnérable aux intempéries. Puis vient Rodinia. C'était un autre immense supercontinent, formé un peu plus tard. Quand Rodinia s'est brisé en morceaux plus petits, cela a déclenché une réaction climatique en chaîne. De fortes pluies ont frappé les nouvelles roches. Et cette eau de pluie a absorbé d'énormes quantités de dioxyde de carbone directement dans l'air. Ces roches fracturées ont agi comme une énorme éponge, aspirant la couverture thermique de la Terre. Avec moins de dioxyde de carbone pour piéger la chaleur solaire, les températures mondiales se sont effondrées. La planète s'est vite figée dans un froid extrême. Voilà pourquoi beaucoup de géologues ne voient plus la grande discordance comme une seule coupure nette, produite partout au même moment. À certains endroits, les collisions tectoniques ont peut-être fait l'essentiel des dégâts. Ailleurs, la Terre boule de neige a pu arracher davantage de matière. Dans certaines régions, les deux ont sans doute compté. Le mystère s'est donc élargi. Pendant des années, la glace mondiale semblait la principale coupable. Mais des études récentes suggèrent que certains chapitres manquants ont peut-être commencé à disparaître bien plus tôt, avec la montée des supercontinents. Ce n'est peut-être pas une page perdue, mais tout un chapitre arraché et dispersé dans le temps.